Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre enregistré au Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous avons eu le plaisir de recevoir le duo de graphistes Studio Elmo représenté par Thomas Couderc et Clément Vaucher. Bonne écoute. De Thomas et Clément qui sont les deux représentants du Studio Elmo, studio de design graphique. Alors déjà merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ouais. Alors de toute manière on reviendra au fil de la discussion sur différents points. Ce qu'on peut dire de manière très synthétique, aujourd'hui Studio Elmo, ce sont des affiches, des identités visuelles, des typographies, de la signalétique, du design éditorial pour des commanditaires majoritairement dans les secteurs culturels et artistiques, festivals, institutions, etc. C'est une esthétique positive, aux formes généreuses et aux couleurs puissantes, une approche singulière où le processus de la création graphique et les savoir-faire de la fabrication des objets visuels sont mobilisés pour produire des images ou des dispositifs tenant d'abord compte de leur contexte d'usage. En témoignent vos collaborations avec l'imprimeur ou l'imprimerie Les Arts Graphiques, les projets Stratigraphie et d'une manière générale les différentes expérimentations d'affiches et d'objets imprimés que vous avez réalisés. Elmo, c'est bientôt 20 ans de contribution graphique qui, pour reprendre les mots de votre site, croit au pouvoir du graphisme et à sa capacité, sinon à transformer la vie, sinon du moins à enrichir la culture visuelle contemporaine. On peut récupérer le texte, peut-être pour notre bio. En fait, il est sur notre site. Il est sur votre site. C'est la dernière phrase tient et... Mais pas le début du texte. Pas le début du texte. Alors, non, c'est assez drôle parce que j'avais oublié, mais le site internet, on l'alimente plus du tout depuis, je pense, à peu près une dizaine d'années, donc j'avais presque oublié ce texte. Bon. Ouais, mais bon, cette phrase, en tout cas, m'a semblé complètement illustrer votre position et votre façon d'approcher le design graphique en embrassant tout de suite la dimension sociétale des images, le fait qu'elles arrivent dans le domaine public et que si ça peut participer à un éveil graphique, culturel, à une curiosité, etc. Au-delà de la fonction simplement de message, de transmission de message, il y a aussi tout un désir de fabriquer des objets, fabriquer du graphisme qui interpelle, qui vivent dans un espace. Et voilà, ça me semblait être une dimension assez... Mais ça reste toujours valable, effectivement. Voilà, assez signifiante pour qualifier votre travail. Voilà. Tout à fait. On peut aussi déjà dire quand même que votre invitation fait un peu le fil de l'amitié, puisque c'est par Benjamin Saint-Battier qu'on a interviewé à peu près au même endroit d'ailleurs il y a quelques mois maintenant, qui nous a donné votre contact, qui nous avait amené le livre que vous aviez fait ensemble, et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que l'invitation s'est faite. Est-ce que dans un premier temps, on peut revenir sur vos études, en quelques mots, mais essayer de comprendre d'où ça venait, votre formation, comment ça s'est passé et quelle importance ça a eu dans votre parcours. Alors, ça a d'autant plus d'importance qu'on s'est rencontrés pendant nos études. C'est-à-dire que moi, je suis né à Perpignan et puis j'ai grandi à Strasbourg. Et de Strasbourg, après mon lycée, j'ai cherché, je voulais faire du design et j'ai trouvé cette formation donc, qui consistait à faire un BTS à l'époque ça s'appelait de communication visuelle à Besançon. Strasbourg-Besançon, c'était pas très loin. Donc j'y suis allé, je connaissais absolument personne là-bas et puis il se trouve que Clément, lui venant du Jura, est venu à Besançon aussi, on s'est rencontrés à ce moment-là. Donc on a fait vraiment le début de nos études ensemble, ce qui est assez... déjà c'était le début de notre amitié, c'était aussi je pense un socle finalement quelques décennies plus tard assez je pense important. Je me rends compte du fait qu'on a eu presque un enseignement, un peu un socle commun en termes d'enseignement et de découverte du graphisme à travers des exercices similaires et donc c'est comme je pense que ça a influencé même encore peut-être maintenant la manière dont on peut travailler par moment, le type d'enseignement qu'on a pu avoir qui était assez spécifique à Besançon du coup. Et suite à notre BTS à Besançon, on est monté en même temps à Paris. Et là,
moi, j'ai continué mes études en typographie à Estienne pendant 2 ans, et Thomas, quand on est monté à Paris, a commencé à faire des stages et à travailler. Moi, j'avais demandé une équivalence aux Arts Déco de Paris. Je voulais rentrer en 3e année, je crois que c'était comme ça, 3e ou 4e année directement. Mais j'avais rien demandé d'autre. Et j'ai pas été pris, donc je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau à Paris. Et donc à partir de là, je me suis débrouillé pour obtenir un stage. J'ai fait un stage chez Rudibord. Et puis j'ai multiplié les expériences. J'ai travaillé ensuite avec Malte Martin, graphiste... avec H5 aussi, un studio de design. Bon bref, j'ai fait pendant 2 ans, pendant que Clément lui faisait de la typographie de manière très sérieuse, moi j'enchaînais un peu les stages et les expériences professionnelles là où je pouvais les trouver. Mais ce qui était très bien parce que en fait je pense que sorti des études après un BTS, je suis pas convaincu qu'à l'époque, même encore aujourd'hui, je pense après 2 ans d'études supérieures, on sait pas exactement à quoi tient le graphisme. Le graphisme, c'est un terme un peu fourre-tout, je pense, et qui recouvre tellement de réalités différentes. Ça va évidemment de la pub, mais jusqu'à un travail de plasticien en fait. Et donc faire ces expériences-là pendant 2 ans, c'était pas mal parce que ça me permettait aussi en travaillant pour les uns et pour les autres, j'ai travaillé un peu pour le luxe, un peu pour des théâtres, avec Rudibord, un peu pour de la signalétique ou de la communication institutionnelle. Du coup, ça balayait un peu large, de sorte que c'était comme si je faisais une formation en accéléré, et ça me permettait de savoir ce que j'avais envie de faire ou de préciser ce que j'avais envie de faire en fait. Oui, puis t'es tombé chez des gens qui font un boulot de qualité et d'envergure, etc. C'est-à-dire que c'est vrai. T'as pas fait du logo à la chaîne pour des petits trucs du coin. Des profils assez différents aussi. Des profils très différents, mais c'est vrai que néanmoins, c'était pas n'importe qui non plus. Oui, tout à fait. Ouais. Et l'envie, c'était de monter ton propre projet dès le début ou... Non. Au début, on avait, je pense, absolument aucune idée. Juste, on était à Paris, on découvrait en même temps qu'on le faisait ce qu'était le design. J'étais même pas convaincu d'ailleurs après le BTS que véritablement je voulais faire du design graphique. J'aimais la photographie. Oui, parce que j'ai oublié de dire par ailleurs, pendant que je faisais des stages où je travaillais chez les uns chez les autres, j'avais un boulot alimentaire qui consistait, j'étais tireur photo au CNRS. D'accord. À raison d'une journée par semaine, donc je tirais des photographies de microscopie moléculaire, et donc c'était vraiment un boulot technicien de l'image. Mais comme j'avais fait énormément de photographies dans les labos photos à l'ancienne, avec des bains, enfin vraiment à l'ancienne. Je dis à l'ancienne pour les auditeurs parce que ça, je pense qu'on dans les écoles, je suis même pas sûr qu'il y ait encore aujourd'hui des agrandisseurs. Dans les beaux-arts, dans les ateliers de beaux-arts. Il y a de la chimie encore dans les beaux-arts. Il y a de la chimie encore. Bon bref, du coup je me suis retrouvé à faire ça aussi. C'était voilà, j'aimais la photo, j'aimais les images. En fait, je faisais très peu à l'époque de typo, de mise en page. J'étais plus dans l'image, mais je savais pas ce que j'allais en faire. Est-ce que j'allais en faire m'en servir dans le graphisme, ou est-ce que j'allais devenir vraiment un auteur d'image? À l'époque, je savais pas du tout. Et toi, en typo, t'y allais pourquoi? C'était quoi l'idée? C'était de continuer les études, ou au contraire, t'avais un appétit spécial pour qu'est-ce qui t'a emmené là-bas? L'idée, c'était de continuer mes études parce que je me sentais un peu jeune. Commencer, je pense que ça doit jouer aussi, peut-être une forme de timidité je me sentais pas spécialement pouvoir aller démarcher comme ça directement d'autres graphismes ou des ateliers j'avais envie d'être encore encadré par des professeurs la typographie. C'était un peu un fantasme, c'était un peu parce que ça m'intriguait un peu qu'on puisse aller si précisément comme ça dans la lettre, et j'avais envie de voir un peu ce que c'était. Ce qui était pas mal, c'est que ça m'a permis de voir que j'avais pas envie d'être typographe et que c'était vraiment graphiste, le graphisme qui m'intéressait. Et du coup aussi l'image. Et c'est vrai, comme disait Thomas, c'est que le graphisme, c'est un champ assez grand, et finalement ça m'a permis un peu
par cette approche un peu de la typographie, d'avoir un peu d'autres outils peut-être parce qu'au-delà de la typographie, il y avait aussi l'histoire de mise en page et c'était aussi un peu tourné vers l'édition. Voilà, ça s'est fait un peu naturellement, mais comme beaucoup de choses, enfin quand je dis naturellement, je sais pas si c'est par hasard, mais de la même manière qu'ensuite on a commencé à travailler ensemble, qu'on a trouvé un atelier, etc. C'était souvent des concours de circonstances. Oui, c'est ça. Tiens, on saute. Sans doute, oui, on peut. On va direct vers l'atelier, du coup. Oui, aller vers l'atelier et puis vers les premiers travaux. Comment ça se constitue votre travail à deux ? Est-ce que ça naît tout de suite à deux ou vous mettez côte à côte en mode maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, ou c'est chacun qui ramène un peu de boulot et puis par l'opportunité des choses on se dit autant le faire à deux. Peut-être je vais commencer. Non, ça commence pas à deux. D'ailleurs, ça commence à beaucoup plus puisque après, on va sauter une étape, mais en 2002, on cherche un atelier. Moi, j'étais chez H5 avant, pendant 2 ans. Mais à ce moment-là, on a envie de trouver un endroit. Quand je dis on était 5-6 à se dire, tiens, on a besoin d'un endroit pour travailler, donc cherchons un atelier. Dont peut-être 4 qui venions de Besançon et de la même promo. D'accord. Donc on était aussi tout un petit groupe d'amis. Déjà sur Besançon, notre atelier s'appelle La Bonne Merveille, toujours actuel. Et déjà à Besançon, il y avait ce terme entre nous qu'on se donnait comme une sorte de micro-collectif informel qui s'appelait La Bonne Merveille. Donc ça venait vraiment de nos études de 4 étudiants à Besançon dans la même formation qui se rencontrent à ce moment-là et qui commencent à... Et qui cherchent un lieu, à un moment donné, à Paris, quelques années après, un atelier en commun. D'accord. Donc, on trouve. Il se trouve que c'est l'atelier dans lequel on est encore maintenant. Okay. On vient de quitter pour vous retrouver. Voilà. Donc, ça fait quand même quelques années. Ouais. Donc, on le trouve, on s'installe dedans. Et là, non, a priori, on n'a pas de plan précis, si ce n'est qu'on a chacun une expérience relativement maigre. Pas beaucoup de références dans notre portfolio. Et au début, on cherche un peu du travail tout seul, chacun dans son coin. On en a un petit peu. Et assez rapidement, quand même, au bout de quelques mois, on se dit que ce serait plus malin de mettre en commun et les quelques commandes qu'on a et surtout les références, les quelques références qu'on a, et d'essayer de faire cet exercice qu'on avait déjà fait à l'école, en fait, puisqu'on se connaissait. Il y a plein de projets sur lesquels on avait déjà travaillé à 4 mains ou à 6 mains. Donc là, on est 3, avec Thomas Dimetto, à se dire, essayons de travailler ensemble. Et c'est finalement ce qu'on va faire pendant 5 ans, à peu près, de 2002 à 2007. On a une écriture et une signature à 3. Et peut-être, si je dois évoquer un projet, le lieu s'y prête, si je dois évoquer un des premiers projets assez importants et qui nous a... qui a été fondateur pour nous. Alors, c'est marrant, d'ailleurs, plus pour Clément et moi que pour Thomas, même si... parce qu'il n'a pas tellement travaillé dessus. On s'est retrouvé à avoir une commande du Centre Pompidou. C'était en 2002 pour une expo qui s'appelait Sonic Process. Et c'est encore là encore, c'est un concours de circonstances. Alors je crois que ça peut plus marcher comme ça aujourd'hui. C'était la belle époque, mais moi, j'avais un ami qui était stagiaire au service scénographie. Et qui sa boss scénographe dit tiens, mais pour l'expo Sonic Process dont je suis en train de faire la scénographie, on va faire un appel d'offres pour le graphisme. Et donc on s'est par cette connaissance là on s'est retrouvé à participer. Je sais même plus d'ailleurs, non, si c'était un appel d'offres. J'ai pas souvenir d'appel d'offres. Si. On a fait un dossier, on a fait une proposition, c'était c'était assez fair play, c'était rémunéré à peu près normalement. Et alors qu'on n'avait aucune référence, on l'a gagné. Et donc, on s'est retrouvé 2002, quasiment première commande à faire la signalétique, si on veut, enfin une espèce d'habillage graphique. C'était plus que de la signalétique, en fait. C'était presque une mise en ambiance de l'exposition. C'était la Galerie Sud. Ça a été une expérience très importante pour nous parce que grosse pression, Centre Pompidou, et puis parce que aussi en face des gens, que ce soit les commissaires ou la scénographe, qui étaient, je pense qu'on est allé assez loin. Enfin, ce qu'on a proposé, c'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus simple. On a proposé un habillage graphique, mais aussi lumineux.
et donc qui était totalement dans l'idée hors budget. Si on avait dû prendre un concepteur lumière, un concepteur électronicien, électricien, enfin les deux. Du coup, on s'est formé nous-mêmes et on a fait de la on a fait de la soudure, on a appris ce que c'était, comment ça marchait un réseau électrique. On a tout fait nous-mêmes, donc ça relevait un peu de la de l'installation. C'était assez ambitieux et on l'a fait. Oui, c'était à la fois bricolé et pas. On a créé des petites pièces pour pouvoir mettre des diodes. Enfin, c'était quelque chose de. Enfin, c'était vraiment un projet. C'est pour ça que je disais un peu fondateur, qui était à la fois, qui avait une forme d'ambition et qui allait même dans une réalisation. J'ai dit une connerie. Ouais, c'est là, ça. La censure. Et puis, j'imagine quand même que dans les premiers boulots, effectivement, bosser pour le Centre Pompidou, c'est une petite ligne qui est cool sur le CV. Est-ce que ça change les choses? Alors, en fait, directement, non. Mais ça, c'est ce que j'explique souvent à des étudiants ou à des jeunes graphistes. C'est même aujourd'hui, avec la période où tout s'accélère, tout est visible quasiment tout le temps. Il y a de toute façon un temps de latence nécessaire et incompressible entre un moment donné où des gens voient ton travail et des gens où ils vont le temps où ils vont te demander éventuellement par ricochet de travailler pour eux. En fait, ça va assez lentement. Donc le non directement, c'était bien pour le CV, mais directement, ça n'a rien donné. En revanche, je pense que 2 ans après une publication, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais une publication ou 2 plus loin, 2 ans après, on a retravaillé pour le Centre Pompidou, donc déjà ça en interne. Mais ensuite, oui, ça nous a servi, c'est sûr. Ce projet-là, typiquement, je me souviens que c'était quasiment 10 ans plus tard, on nous a passé une commande et on a demandé par quel biais nous avait. Et c'était par ce biais-là. C'était quelqu'un qui avait vu l'expo à l'époque et qui avait beaucoup aimé ce mur d'entrée. Moi, je me posais aussi la question de est-ce qu'il existe des projets qui justement changent les choses? C'est-à-dire des clients, tu bosses pour, j'en sais rien, tu bosses pour, on en parlait avec My Name is Wendy, tu bosses pour Nike. Voilà. Et est-ce que ça change tout? Ou est-ce que en fait vous pensez que pas tant que ça? Est-ce que ça existe en fait? Ça change tout au niveau de l'argent. la moula. Non, pas au niveau de l'argent, mais au niveau du carnet de commandes, quoi. De la visibilité que ça prend d'un coup, oui, et de l'effet boule de neige. J'ai pas l'impression que ça puisse se faire avec forcément une commande ou un commanditaire sur, on va dire, un one shot. Peut-être que ça peut avoir des petites répercussions derrière, mais au point de vue un peu fondamental, enfin de fond, sur vraiment une pratique, un travail sur plusieurs années, voire décennies, je pense que c'est plus des articulés, des imbrications de travaux et de commandes les uns après ou dans les autres qui donnent un peu un mouvement, un peu de commande qui, comme ça, qui avance un peu. Ouais, après, même si ça a tendance à changer, en France, il y a une séparation quand même très nette entre commande publique et culturelle et commande du privé. Tu parlais de Nike ou de grandes marques. Et les deux sont... Moi, je trouve, malheureusement, c'est en train de changer, mais sont quand même assez séparés, de sorte que quand on travaille pour la commande culturelle, on est peu sollicité par des marques privées, et l'inverse, je pense, c'est encore plus vrai, en fait. Mais mon exemple était mauvais. En fait, j'aurais dû chercher genre scène nationale, la com des rencontres d'art, le Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo. Enfin, Après, c'est une bonne question, parce que je pense que c'est une question qu'on peut quand même se poser tout le temps. C'est-à-dire que si on parle du Palais de Tokyo, à dire si on accède à ce type de commande, peut-être que derrière ça va aussi faciliter d'autres commandes et ça va, en gros, la vie sera un peu plus rose et plus. Or, j'ai pas l'impression que ça fonctionne non plus comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Ouais, c'est plus complexe. Tant mieux. Mais il n'y a pas comme ça cette incidence de. Si vous permettez, je voulais juste revenir sur ce projet de départ dont on a parlé, parce que je voulais, en fait, rétrospectivement, quand on a fait ce projet, c'était quelque chose de très à la fois joyeux et encore maintenant quand j'y repense. Et c'est vrai que
moi, c'était un des premiers projets que j'ai fait en tant qu'indépendant. Et je me suis rendu compte que je l'aurais jamais fait, en gros, sans Thomas. Ouais. Et que c'est aussi ça la force de travailler à plusieurs. En collectif. Même parce que c'était assez ambitieux, on est parti sur des choses qu'on n'avait jamais faites et qu'il fallait que ça marche. Et je pense que tout seul, jamais j'aurais osé même avoir un peu cette sorte à me dire, je vais tenter ça. Et finalement, c'est presque à partir de ce projet que moi, ça me semblait naturel, en fait, de pas travailler tout seul et de travailler avec Thomas, parce qu'on pouvait comme ça un peu être dans une sorte d'énergie dynamique qui était positive. Oui, oui. Justement, à ce sujet-là, comment se passe le duo ? Est-ce que c'est toujours un duo ? Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous faites individuellement ? Puisque la Bonne Merveille, aujourd'hui, en 2024, ça existe encore, alors, etc. La Bonne Merveille, non, c'est la Bonne Merveille, c'était le nom donc, du trio qu'on a formé avec Thomas Di Metto entre 2002 et 2007, pardon. Et en 2007, on a arrêté de travailler ensemble et pour devenir un duo. Et là, on s'appelle Elmo. Il se trouve que La Bonne Merveille, c'est le nom de l'atelier maintenant dans lequel on est. C'est là où c'est. D'accord, ok. Et qu'on partage avec 4 autres personnes, un photographe, 3 graphistes. Et peut-être pour préciser par rapport à l'introduction, c'est nous, je pense qu'on a laissé des ambiguïtés là-dessus. C'est vrai que finalement, on n'est pas un studio. Parce que des fois, c'est écrit Studio Elmo, on est plus un duo finalement, même à l'atelier. On est en gros 2 graphistes indépendants qui travaillent ensemble. On se fait aider sur des projets par d'autres graphistes, des typographes, etc. Donc on travaille pas toujours qu'à 2, mais en tout cas, c'est plus l'idée quand même d'un duo que d'un studio. D'accord. Et les gens qui partagent votre atelier aujourd'hui, c'est de la colocation d'atelier, quoi. C'est-à-dire qu'ils rentrent pas nécessairement du tout dans le processus créatif que vous avez ensemble, etc. Non, mais ça arrive. Oui, ça arrive. c'est des coups Il y a un de main, photographe etc. avec qui on travaille régulièrement. Il y a un jeune graphiste qui est là depuis 1 an et demi, qu'on a fait venir d'abord pour travailler avec nous, puis finalement il est là, il travaille aussi pour ses trucs à lui. Mais sinon, non, oui, comme dit Clément, on est un duo, on est 2 graphistes indépendants. On s'est serré la main il y a 20 ans pour se dire qu'on aimerait bien travailler ensemble et on continue. D'accord. C'est ça le modus operandi. On n'est que 2 en fait. Alors après, comment on travaille ensemble ? Comment ça se... Je crois que ça n'a pas trop changé depuis le début. On réfléchit et on dessine. Alors je dis dessine exprès, dessine dans le sens global du terme, c'est-à-dire produire des formes. On le fait à 4 mains dans un premier temps. Pour de nouveaux projets, on les réfléchit, on dessine à 4 mains jusqu'à trouver à peu près la voie, le parti pris, la forme, même si elle n'est pas achevée, qui nous semble la mieux. Donc c'est quelque chose de partagé au départ. Et ensuite, comme en architecture ou en design, j'imagine, en graphisme, il y a une part de conception, puis il y a une part de réalisation qui est souvent plus longue. En tout cas plus échelonnée dans le temps. Et là, selon les affinités avec les commanditaires ou les calendriers des uns et des autres, c'est plutôt l'un de nous qui va poursuivre et achever le projet. On va dire la phase de conception est toujours à 4 mains. Commune, par contre. Toujours. Et même par un aspect pratique, c'est-à-dire que le projet se fait, c'est un de nous 2 qui le géreront à la fin. Du coup, le commanditaire il y a avec un seul interlocuteur. Un ou 2, mais pas les 2. C'est quand même beaucoup plus simple. Et comment se remplit le carnet de commandes du coup ? Est-ce que vous participez à des concours ? Vous présentez des candidatures spontanées pour des trucs en disant on aimerait bien taffer avec vous ? Est-ce que les clients viennent vous voir ? Comment ça se passe ? Alors on a toujours été... c'est d'ailleurs un truc qu'il faut qu'on est en train de voir pour peut-être remettre en question, mais on a toujours été assez... j'allais dire feignant, c'est pas le mot peut-être. On a laissé les choses venir comme elles viennent. Les choses ont eu lieu, c'est-à-dire par des gens qui viennent nous voir, des rencontres fortuites, de sorte que d'année en année, en fait, les commandes, on en a eu relativement... il y en avait assez.
Et puis surtout, il y en avait de plus en plus qui nous permettaient d'en choisir certaines et de ne pas en prendre d'autres. Donc en fait, on n'a jamais été très actif dans le côté prospectif. Voilà, exactement. Même pas du tout en fait. Je pense qu'on peut le dire. Mais ça nous allait, ça nous allait très bien parce que ça nous a permis de travailler pour un peu sans le savoir, comme je disais tout à l'heure. On savait pas trop où on voulait aller, ce qu'on voulait faire. Mais finalement, pareil, de commande en commande, on voyait que ça, on essayait faire par exemple de la scénographie, de la signalétique ici à Beaubourg. On en a fait 3 des expos, je crois, 3 ou 4. Et pareil, au bout de 3 ou 4 ans, finalement, on s'est rendu compte que ça nous intéressait peut-être un peu moins. Et donc, on essayait comme une barque qui dérive un peu, de redresser le tir pour que peut-être on avait envie de faire plus de livres. Mais il y avait plein d'éditeurs qui nous disaient ça m'intéresse de travailler avec vous, mais dans le fond, je vois peu de livres dans ce que vous faites. Alors c'est toujours la fameuse question de est-ce qu'il faut faire des livres pour en faire pour de vrai? Il faut bien qu'il y ait un début. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça a mis du temps, mais on se retrouve là de plus en plus maintenant ces dernières années on fait de plus en plus d'éditions, de plus en plus de livres et de magazines. Mais ça s'est fait assez naturellement, on va dire. On a légèrement rectifié le cap au fur et à mesure des désirs et des situations, en fait. Puis je pense, ce qui nous intéresse toujours, c'est qu'on a une vision, on se considère, en tout cas moi, je pense que toi aussi, comme un peu des graphistes généralistes. Tout à fait. Aussi, on peut prendre une comparaison avec des médecins ou un docteur, des spécialistes. Et en fait, ça nous va très bien. On adore cette place comme si on est graphiste généraliste. Et du coup, ça nous va très bien de nous faire un peu. Je pensais aussi à un fleuve. L'idée de se faire un peu balader d'une commande à une autre, et que ça soit des choses plutôt variées et un peu nouvelles. Et c'est un peu ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, même si par moments ça allait plutôt dans la cinétique ou d'un côté que de l'autre, mais jusqu'à maintenant, on a fait quand même des choses assez différentes. Oui, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je crois que... Donc là, moi j'ai 47 ans, 48 ans, ça fait plus de 25 ans que je fais du graphisme. Je crois que c'est ce que j'aime dans ce métier, encore maintenant, c'est que presque d'un mois à l'autre, on va travailler avec des problématiques très différentes. Faire un logo et des affiches pour un restaurant, puis travailler pour une maison d'édition de sciences humaines et se demander quelle est la ligne graphique de cette maison-là, puis ensuite faire la signalétique d'une exposition, puis ensuite faire une revue de sport. Je crois qu'on cultive vraiment cette possibilité-là. Alors ça, là pour le coup, on est peut-être actif là-dedans sans le savoir. C'est-à-dire que dans les commandes qu'on accepte de prendre, qui nous sont proposées, on aura peu tendance à prendre 2 ou 3 commandes en même temps qui se ressemblent en fait. On aura plutôt tendance à choisir des choses assez variées en fait. Et quand tu parles de restaurants ou de maisons d'édition, de petites maisons d'édition de sciences humaines, au-delà de l'aspect graphique, ce qui nous plaît, ce qui est un peu quand même toujours magique, c'est que presque finalement, maintenant, on sait ce que c'est et on voit ce que c'est de monter un restaurant. Je sais pas que si on a 35 ans, on est à 30 ans, on veut monter un restaurant parce qu'on a accompagné les gens dans leur identité, etc. Presque, c'est une manière on n'est pas des espions, mais en tout cas, c'est comme si on pouvait enquêter et de la même manière, on voit plus ou moins de quoi il s'agit d'avoir une petite maison d'édition sciences humaines. Quelles sont les problématiques au niveau de l'économie, et ça, ou une grosse institution culturelle. Et ça, c'est quelque chose de vraiment enrichissant. Oui, puisque quand tu travailles pour un client, pour une commande, etc., tu investigues un peu les réalités de leur métier, de leur environnement, d'essayer de comprendre, etc. Donc comment ça fonctionne. Donc il y a une dimension presque journalistique, je trouve, des fois dans le boulot de graphiste, dans le sens où justement, des fois tu t'accèdes à des portes dérobées que tu n'imaginais pas pouvoir découvrir, et puis en travaillant. Ça, c'est un peu comme des cadeaux quand même. Ça, c'est lié à la variété de commande, c'est-à-dire de dire on va pouvoir pendant quelques mois être vraiment dans une intimité finalement avec le commanditaire, parce qu'on est dans un dialogue, un travail et du coup aller dans des endroits très très divers. Ouais, ça c'est hyper important. Moi, j'ai peut-être une question. Non, je vous écoute. Non. Du coup, ça m'amène un peu sur des questions de portfolio.
parce que là justement je vois que tes Et de annonces, en réseaux fait sociaux, plein de nature de commandes, de secteurs d'activité pour lesquels vous travaillez assez variés. Et du coup, comment vous faites le tri ou pas sur votre portfolio, sur ce que vous donnez à voir aux gens, parce que nécessairement, plus tu montres un type de boulot, plus tu risques d'être identifié à un secteur et donc de générer après des demandes en se disant bon ben eux ils travaillent là-dedans. Moi si je suis garagiste demain, hors de question que, enfin, je peux. Tu vois un peu ma question. Comment est-ce que vous faites un tri très conscient justement du portfolio pour générer une image et après générer peut-être des demandes dans un secteur, ou au contraire Alors là, je pourrais simplement répondre que peut-être comme tout cordonnier, on est assez mauvais là-dedans. C'est-à-dire que quand il s'agit de communiquer sur notre travail, des portfolios. En fait, je serais presque embêté parce que des portfolios, je crois qu'on en a dans des dossiers qu'on doit en envoyer. Oui. Mais on les fait un peu. C'est pas très sérieux à mon goût, mais bon, on n'a pas le temps. Et en fait, la communication, avant, on avait un site internet qui a jamais été bien, on l'a arrêté depuis. Et là, finalement, on s'est rabattu un peu par facilité sur Instagram. Sur Insta, oui. Et on a d'autres politiques que de poster, donc de montrer des boulots achevés qui nous semblent, enfin, qui à nos yeux sont recevables et corrects, enfin, desquels on se sent à l'aise avec. Mmh. Et du coup, il n'y a pas d'hierarchie. On va montrer de manière indifférente et sans aucun ordre et sans aucun classement ce que je disais, des livres de sciences humaines comme des affiches pour du jazz contemporain, etc. Et on montre, en tout cas sur les réseaux sociaux, presque tout ce qu'on produit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un tri. Voilà, c'est aussi une réalité de notre production. Ouais. Et il y a peut-être des fois des choses qui peuvent peut-être moins nous plaire comme ça, mais qui sont importantes aussi à montrer parce qu'elles s'inscrivent dans une couverture pour justement une maison d'édition. Quand ça s'insère dans une collection, il y en a peut-être qu'on aime plus que d'autres, etc. Mais on montre quand même presque tout. Parce que ça explique aussi un peu une articulation un peu générale. Et alors, sans avoir de stratégie, je pense qu'on a, même de manière un peu secrète, on a s'il restait une stratégie, ce serait celle de dire que on va pas notre identité en tant que graphiste, c'est aussi celle-là, en fait. C'est de faire des choses potentiellement très différentes. Alors c'est peut-être contre-productif d'un pur point de vue cibler des commanditaires qu'on pourrait et qui vont voir l'un ou l'autre travail qui va pas leur plaire, mais c'est pas grave, c'est nous en fait. Donc peut-être que ça nous coupe de certains commanditaires, mais je suis convaincu que ça nous en ramène d'autres aussi. Là-dessus, on n'a pas de stratégie, si ce n'est celle en fait, on continue à exercer notre métier avec plaisir. On se lève le matin en étant très content d'avoir des choses très différentes à faire d'un mois à l'autre. Et je pense que, et dans notre travail, et peut-être dans ce qui s'en dégage auprès de certains commanditaires, peut-être ce plaisir se sent et donne envie de nous rencontrer. Je sais pas. Okay. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que c'est important que vous soyez présent là ? Est-ce que ça vous aide d'une manière ou d'une autre dans votre activité C'est obligatoire en ce moment. Parce que, comme disait Thomas, notre site est... il est obsolète. Il était obsolète au moment où on l'a sorti déjà. Donc, c'est le principe. C'est le principe de tous les sites. D'ailleurs, petite parenthèse, depuis tous les invités qu'on a eus sur Sans Titre, on a une quarantaine. Ouais. On rencontre que des galeristes qui vont jamais à des vernissages, des artistes qui n'ont pas un site à jour, des graphistes qui n'ont pas leur Instagram. C'est bon signe. Alors. Vraiment, tout va bien. C'est un constant. Montrer mon boulot. Chiant. J'ai d'autres trucs à faire. En tout cas, non, mais on le fait sérieusement, mais sans stratégie. On s'embête quand même un peu à prendre en photo parce que
à prendre en photo des objets. Nous, on fait des objets je parle du design imprimé, et on fait quand même essentiellement des objets imprimés. Par exemple, on fait un livre. La solution de facilité pourrait être de dire, je mets un PDF sur Instagram. En fait, oui, mais non. Non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'on prend un tout petit peu le temps de se dire, on va le prendre en photo, on descend dans la cour en bas. Oui, on en discute. Quelle image on met, c'est un petit chantier. Parce que, en fait, oui, ça, pour le coup, c'est important. Oui, bien sûr. Après, quand on le fait, quand on essaie de bien le faire pour Instagram, aussi, on se dit toujours, peut-être le jour où on refera notre site. Oui. Ces photos, ces images nous serviront. Ouais. Mais en fait, je vous parlais d'Instagram parce que je me demandais un petit peu si je suis un graphiste de 23 ans, je sors de l'EPSA à Ivry. J'ai envie d'être graphiste indépendant. En fait, il faut que je fasse quoi? En fait, c'est par quel biais aujourd'hui vous pensez, vu que vous avez à peu près voilà, vous comprenez assez bien comment ça se passe. C'est où qu'il faut aller pour justement, c'est à quelle porte qu'il faut taper? Faut aller sur Instagram, faut aller sur TikTok, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se faire un beau portfolio. Faut pas être indépendant, faut pas être graphiste. Faut pas être graphiste, ouais, peut-être pour commencer. Non, je sais pas. Tu veux dire pour trouver des collaborations, trouver des commandes, etc. Faudrait demander plus à des jeunes aujourd'hui, j'en sais rien. Je pense qu'il faut rencontrer. En fait, le moteur, toujours, je pense que ça doit rester le désir, c'est-à-dire aller rencontrer les gens en vrai. Je pense que c'est peut-être une perte de temps et beaucoup de refus dans un premier temps, mais je pense que c'est important de rencontrer des potentiels commanditaires avec qui on aurait envie de travailler. Je pense que c'est toujours bien de rencontrer et de montrer des choses en vrai. Alors un étudiant, il n'a pas énormément de choses à montrer en vrai. Mais je pense que c'est bien que tu parles de désir parce que je pense qu'il y a vraiment ça reste quand même un moteur avec la curiosité. Et c'est vrai que là, ça a évidemment changé aussi après des études de graphisme, de comment c'est maintenant par rapport à nous, donc il y a un quart de siècle. En même temps, et c'est des fois quand on est avec des plus jeunes, un peu ce qu'on peut dire, c'est important de prendre chaque projet d'une bonne manière. Je vais donner un exemple. Avec Thomas, on a évidemment fait au début des boulots qui étaient vraiment que alimentaires en graphisme, qui étaient pas intéressants pour nous sur le plan, on va dire, graphique. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on y trouvait quand même une satisfaction et pas une frustration. Parce que c'était, je n'importe quoi, c'est la première fois du coup qu'on envoyait à l'impression un document avec un Pantone, un ton direct. Donc du coup, c'est un peu une sorte d'excitation. Et à chaque fois, on arrivait à trouver quand même tout le temps une sorte de choses qui nous enthousiasmaient, tout en sachant que c'était pas forcément ça qu'on voulait faire, c'est-à-dire pour ce genre de projet. Mais il n'y avait pas forcément rapidement de la frustration à dire « Ah merde, on est en train de se mettre dans une mauvaise direction. » Oui, ou pour le tourner dans l'autre sens, on n'a jamais eu d'ambition au départ. Peut-être ce qui évite d'avoir de trop grandes frustrations. En fait, progressivement, l'ambition, elle est venue au fur et à mesure quand on découvrait ce que ça pouvait être que le graphisme. Et de fil en aiguille. Donc, je sais pas, je pense faut être patient, je pense. Nous, on n'a pas eu beaucoup de travail pendant les 5 premières années en tant qu'indépendant. On n'a pas eu énormément de commandes. Par contre, les quelques-unes qu'on a eues, dont celle dont on parlait du Centre Pompidou, on s'est débrouillé pour la faire sérieusement et la tirer vers quelque chose d'assez expérimental et pour nous et pour le centre. Ça a payé. Oui, je pense qu'il y a des occasions pour les jeunes graphistes. Je pense qu'il y a des occasions, quand elles se présentent, il ne faut pas les rater. Mais il ne faut pas non plus mépriser les petites occasions qui permettront au mieux de payer son loyer et au pire de payer seulement son loyer et au mieux d'apprendre en termes de technique ou même en termes de processus de travail, d'apprendre des choses en fait. Je pense qu'il ne faut pas être trop calculateur. À partir du moment où on a sauté un peu dans cette rivière, il faut aussi se laisser embarquer là-dedans parce que être trop calculateur à dire si je prends ça, peut-être ça va me griller, si
avoir des plans, c'est ça qui peut générer de la frustration. Et, En tout cas, c'est des questions ou des choix que vous avez jamais tellement pris. Non. Parce que, s'il y a quelque chose, on s'en est rendu compte, peut-être pas tout de suite, mais il y a des fois des plans, des projets qu'on a pris pour payer le loyer ou qui étaient comme ça pas terribles. À un moment, moi, je faisais des catalogues de vin pour les Galeries Lafayette, donc c'était principalement du détourage de bouteilles de vin. Voilà, bon, bref. Mais sur certains projets, finalement, c'était aussi des rencontres. C'est-à-dire, même si ce projet n'était pas terrible, on a rencontré quelqu'un qui, 2 ans après, travaillait ailleurs et nous a sollicité pour un projet qui, là, en tout cas, nous intéressait beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas, en fait, non plus où les choses vont aller. Il faut essayer de les faire avec le moins de frustration possible. Et du coup, par rebond, c'est là où peut-être les réseaux sociaux, Instagram, c'est sympa, mais en fait, il n'y a pas de relation directe et c'est un peu la grande nuée numérique dans laquelle je suis pas sûr qu'émerge grand chose dans un premier temps, en fait. Mais alors, du coup, de toutes ces interviews qu'on a fait, on s'est rendu compte que, par exemple, les illustrateurs et les illustratrices, Insta, ça a changé tout. Vraiment, c'est-à-dire Cornelia Eichhorn, vraiment. Qui racontait que c'est via Facebook et via. Ouais, donc. Ça du coup, c'est pour ça que je vous posais la question. Et peut-être que nous, on est un peu plus vieux, donc on est arrivé un peu avant les réseaux sociaux. De toute façon, même avant les réseaux sociaux, on avait déjà un peu du travail, vous étiez un déjà réseau, etc. Vous aviez donc, déjà un réseau. D'une certaine manière, on a dû se greffer un peu à cette vague des réseaux sociaux en essayant d'être. Ça fait 10 ans d'ailleurs qu'on s'est mis sur Instagram. Mais du coup, c'est pas ça on n'a pas commencé avec. Donc c'est un peu mais je suis plus simple. convaincu, je sais que ça nous sert quand même. Comme il y a plein de gens, je sais avec qui on travaille, qui l'air de rien vont voir par moment, tiens, si presque les gens existent encore. En fait. Tiens, ils ont fait ça. Ah tiens, j'avais pas vu. Et ça entretient, c'est une espèce de reminder pour savoir si les gens sont encore en activité, ce qu'ils font. Ah tiens, c'est une manière de découvrir et de faire circuler le travail. S'ils sont encore en vie. Ouais, voilà. On n'a pas encore parlé d'argent. Ouais. Est-ce que vous vivez à 100% du graphisme ? Ouais. Vous n'avez pas de job sur le côté, de workshop, de choses comme ça ? Alors non, on vit complètement du métier de graphiste, pardon. On fait une fois l'an, on va dire une fois par an à peu près un workshop, une fois par an à peu près un jury pour des diplômes, mais ça s'arrête là. Sinon, on vit complètement de notre métier en fait. Ouais. Alors avec des revenus très 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 fluctuants d'année en année. On va dire plutôt on gagne correctement notre vie mais sans plus. En fait, pour 25 ans de métier, en fait, on gagne pas très bien notre vie. Et en 25 ans, vous avez vu les choses changer. Par exemple, des photographes qui ont 25 ans de métier, ils ont vu beaucoup changer. Est-ce que dans le graphisme, c'est le cas également ? Complètement, oui. Ouais. C'est un peu une caricature, mais dans certains secteurs, depuis 10 ans, on va dire la grande bataille économique, c'est de maintenir des tarifs au même niveau, ce qui paraît dingue. Hein. Mais il y a même d'autres parties dans le métier où les budgets ont fondu quasiment de moitié. Enfin, c'est le monde à l'envers. On fondu de moitié en 20 ans, par exemple. J'ai une anecdote à ce propos. Je pense que c'est important que je la rappelle ici. On avait fait une expo, donc une signalétique d'exposition au dernier étage à Beaubourg pour une grosse expo qui s'appelait Son et Lumière. C'était en 2007. Et 10 ans après, en fait, la même scénographe nous rappelle, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas travaillé avec le centre, la scénographe nous rappelle pour une expo à peu près au même endroit, même nombre d'œuvres, donc logiquement, les budgets auraient dû être similaires. Et donc elle nous demande si on est intéressé. Je lui réponds que bah oui, ça ferait plaisir de retravailler avec le centre et avec elle. Et l'expo avait l'air bien. Et elle me dit d'accord, bah écoute, je t'envoie l'enveloppe, le budget. Et là,
stupeur et tremblement, l'enveloppe avait, c'était moitié moins que ce qu'on avait été payé 10 ans avant. Donc je lui dis, il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Et en fait non, c'était pas une erreur, c'était la nouvelle norme. Alors je sais pas, il y a des jeux, je comprends. De toute façon, la culture est de moins en moins subventionnée, puis ça va pas s'arranger l'année prochaine, etc. C'est pas le plan que ça emprunte. Mais voilà la réalité de nous. On évolue dans ce milieu culturel français subventionné, un peu privé par moment. Non, c'est assez catastrophique financièrement parlant. C'est assez catastrophique. On est à un point où si on travaillait que vraiment pour le secteur culturel, je pense qu'on serait dans une précarité qui permettrait pas ou tellement tout juste que ça serait problématique. On a de temps en temps des projets qui payent mieux ou des maisons d'édition qui payent normalement, mais voilà, ça s'arrête là. Et de temps en temps, un client privé qui permet de faire un travail en un mois qui soulage le reste de l'année. Mais tout ça, c'est assez fragile quand même. Et il y a des fois où, autre que financièrement, il y a des fois où ça se passe mal, votre métier. Il y a des moments, il y a des situations où qui conviennent pas, qui sont pas acceptables. Des boulots que vous auriez refusé de signer à la fin, par exemple, ou des choses comme ça. Oh oui, ça arrive de temps en temps, ouais. Mais c'est plutôt en général, c'est avec parce qu'en fait, oui, peut-être ce qui est important de préciser, c'est que on va dire, comme on travaille depuis pas mal de temps, on va dire sur une année type comme celle qui vient de s'écouler, on va dire il y a la moitié de notre temps de travail qui est consacré à des clients réguliers qu'on a certains depuis très longtemps. Donc il y a une forme de stabilité, on va dire, de la commande. Et puis il y a l'autre moitié qui est de nouveaux clients, de nouvelles collaborations, donc pour la plupart avec lesquels on fait connaissance en même temps qu'on fait la commande, la première des commandes. Et donc à l'occasion, c'est invariable ça, à l'occasion de nouvelles commandes, c'est aussi l'occasion de faire l'expérience de qui est ce nouveau commanditaire, parce qu'en une réunion c'est difficile, même si on devient meilleur, mais de se faire une idée un peu précise et il y a des fois où on s'est mal compris, on s'est mal entendu, ou au fil de la commande les choses on s'entend pas, ou alors il peut y avoir de la mauvaise foi, ou ça peut tourner au vinaigre en fait, et on arrête en général. On va jamais exactement, et ça va jamais jusqu'au bout. Généralement on arrête un peu avant, et c'est avorté dans le processus. Voilà, exactement. On n'arrive pas à trouver le commentaire il n'y a pas de dialogue, retourner bien sûr. Nous qu'on s'abîme pas trop dans un projet qui nous va pas. Et ce qui fait qu'en gros, je pense c'est jamais arrivé qu'on ne signe pas. D'accord. Après, c'est vrai que c'est assez symbolique de signer ou pas signer. Je crois que c'est arrivé une fois qu'on signe pas. Mais c'était vraiment dans une sorte de petit geste symbolique. Mais ça arrive jamais. Ok. J'avais une question en tête et je l'ai perdue comme ça. Du coup, j'ai fait comme autour d'eux. Non, vous vivez tous les deux sur Paris aujourd'hui, etc. Depuis votre atelier est sur Paris, etc. Non, l'atelier il est à Montreuil. Pardon, c'est pas loin, hein, mais oui, on habite tous les deux dans le 12e arrondissement, pas très loin de notre atelier. Et vous pensez que c'est important aujourd'hui, à votre avancement de carrière, etc., d'être sur Paris? Ce que vous avez fait, etc., ça aurait pas pu se faire en restant à Besançon c'est difficile, c'est difficile à répondre. C'est indéniable que... Non, mais comment dire, de manière romantique, on pourrait... ce qu'on entend de temps en temps, on pourrait dire que mais non, aujourd'hui on peut travailler partout, mais en fait dans les faits c'est évidemment plus compliqué que ça, et c'est sûr et c'est indéniable qu'il y a plein de rencontres et de projets qu'on nous a proposés parce que ça rassurait les gens qu'on soit sur place, etc. Ça c'est sûr. Donc oui, je pense que ça joue, Je pense qu'il y a des choses un peu pratique, très bête, mais qui, par rapport à ce que disait Thomas, nous on travaille très peu avec des gens qui sont à Paris, les commanditaires sont généralement dans d'autres villes, mais le fait qu'on soit à Paris, il y a aussi une facilité
Ça soit donne, eux de ouais. venir, soit de nous. C'est-à-dire que si on doit aller, je sais, à Grenoble, quand on est à Paris, c'est plus simple que si on habitait à Brest et qu'on Oui, oui, devait bien travailler avec un client, un commanditaire à Grenoble. Et c'est un peu presque en arrière-fond. Je pense que une des choses qui est assez, qui fait que beaucoup de gens sont aussi graphistes, en tout cas, pour parler graphisme, sont graphistes à Paris. Il nous reste le temps pour 2 petites questions. Je suis désolé, tu vas être frustré, je t'en prie. Il faut que on arrive au bout. On arrive au bout du temps accordé. Le temps passe vite. J'ai quand même une question, moi. Et puis après toi, tu auras une question. Je sais pas. Vous avez un travail qui est très très identifié, qui est assez connu, plutôt très connu. Est-ce que vous souffrez parfois de copier? Est-ce que vous l'avez identifié? Est-ce que vous voyez que vous faites un peu école parfois? Et est-ce que vous trouvez ça cool ou est-ce que ça vous emmerde? Alors déjà, le premier point, c'est que quand on parlait tout à l'heure de travail un peu généraliste, avec Thomas, au début, on a toujours essayé de faire des choses différentes, même graphiquement, d'un projet à l'autre. Je pense que c'est lié un peu à l'école, à les exercices qu'on nous donnait, etc. Donc, on allait dire, tiens, on va le faire en photo, sinon on va le faire qu'en typographie. On essayait de varier le plus possible, et c'était presque des points de départ, de dire, non, on a fait de la photo, là, celui-là, on va faire... Et je me souviens les premières fois où on nous a dit qu'on avait reconnu un de nos travaux, moi, j'étais complètement surpris parce que je voyais pas forcément pourquoi ou comment. Tu disais pas qu'il y avait une écriture? Non, en disant que non, parce que c'est tellement, on essaie tellement de faire des choses variées, je vois pas qui pourrait commencer à voir un peu, à identifier. Et puis finalement, petit à petit, évidemment, que ça pose la question du un peu plus intime, d'une sensibilité aussi plastique, artistique. Et il y a quelque chose de sous-jacent malgré cette variété-là, qui est plus quelque chose. Oui, au-delà des médiums, il y avait quand même quelque chose qui était à nous, voilà, probablement. Et qui a émergé, peut-être où on a réussi à le voir petit à petit. Mais donc, sinon, pour répondre à ta question, oui, on a identifié depuis des années plein de fois des plagiats. Alors, il y a 2 types de plagiats. Il y a le plagiat fait par des étudiants de jeunes graphistes. Quand je dis plagiat, c'est de l'inspiration, on va dire. Et moi, je trouve ça toujours plutôt flatteur. C'est un hommage. Et un hommage. Et même quand c'est très, très, très plagié, ça me dérange pas. Je trouve ça assez touchant et naïf. On dit. On n'a jamais embêté personne avec ça. En revanche, il y a un autre plagiat, alors des cas de figure qu'on a eu, soit de boîtes de pub, soit de gros studios. On a eu quelques cas assez costauds. Et là, on a eu la chance à certains moments d'être bien entouré par des avocats. Et là, c'était, j'allais dire sans pitié. C'est-à-dire que là, il se joue autre chose là. C'est-à-dire que des gens qui avaient, on va dire, qui avaient utilisé des images pour faire beaucoup d'argent. Et donc, il y a eu des arrangements avec des avocats. Donc là, c'est moins drôle. Ouais. Parce que aussi, ça révèle une mécanique de travail de ces agences qui est assez dégueulasse. Et finalement, à chaque fois, les fois où ça a été plus ou moins ça, en fait, qui est révélé, cette mécanique était là, c'est, en gros, ils font leur marché sur Internet, sur Pinterest, ils présentent des moodboards, des moodboards directement. Il y a un des trucs tape dans l'œil au client et ils disent OK, on vous le fait. Et au bout d'un moment, ils commencent à paniquer, à dire non mais finalement ça venait d'où ça? Et généralement, pas tout le temps, mais ça peut arriver que ce soit eux qui nous prennent contact, qui nous contactent en disant super bonne nouvelle. C'est un hommage, justement. Est-ce que vous êtes OK pour signer, pour qu'on utilise un peu, on l'a modifié un peu ce que vous avez Il y a eu tous les cas de figure. Ouais. Mais en tout cas, c'est souvent lié à une sorte de grosse flemmardise cynique, mais comme ce milieu-là, c'est-à-dire non seulement c'est des budgets colossaux, par rapport à ceux que vous traite. Mais en plus, il y a ce cynisme de même pas forcément ni réfléchir, ni se pencher graphiquement à trouver une réponse singulière à la commande.
Et c'est pour ça que quand tu m'as dit on a, je pense, aucun problème à essayer de les emmerder le plus possible à ce moment-là. De manière assez évidente. Ouais. Par contre, il est 17h. Ouais. Et je suis désolé. Du coup, il va falloir qu'on rende l'antenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Clément, Thomas, encore une fois. On vous retrouve principalement sur Insta, du coup. Oui, du coup. Mais non, c'est-à-dire notre site est une archive de 2002 à 2018 et à 2014, et Instagram, c'est 2014-2024. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour les auditeurs. Ils peuvent, sur notre site, remonter au premier projet de 2002, parce qu'il est chronologique, et voir Sonic Process, celui dont on parlait tout au début, donc du coup, qui est en ligne. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver tous les travaux et actualités de Studio Elmo sur leur site elmo.fr ainsi que sur leur Instagram @studioelmo. Un grand merci au Centre Pompidou qui nous accueille et nous accompagne dans ce projet. Merci à Cyril Lecomte et ses équipes, à la régie, à la logistique, au son et à la vidéo. Un grand merci à Paul le monteur. Merci également à Olivier Schloberg pour le générique. Vous pourrez retrouver toutes les informations de Sans Titre sur notre Instagram @santtitre.cast ainsi que tous les épisodes disponibles sur Spotify et YouTube Sans Titre.cast. Bisous.